Au Mexique, elle a rencontré Florence Carré, condamnée à 60 ans de prison pour complicité d'enlèvement. La journaliste Mireille Lemarestier est l'invitée ce soir de Bouge la France. Au sommaire également, ses peurs sur l'école après le drame allemand et en France, la guerre des bandes en plein lycée. Mais l'économie d'abord et le début de la descente aux enfers des paradis fiscaux. La Belgique et l'Andorre jettent l'éponge. Ce qui n'est pas le pas pour Jean-Louis Gombaud sur le plateau de Bouge la France. Bonsoir à tous, merci d'être là. Bonsoir Jean-Louis. Nicolas Sarkozy et Angela Merkel ont donc officialisé aujourd'hui, ce qui était dans l'air, leur volonté d'en finir avec les paradis fiscaux, le Liechtenstein, Luxembourg, Andorre, les îles Caïmans, Jersey, enfin bref tout. Est-ce que l'on peut, cela dit, décréter ça? Est-ce qu'on peut décider, ils sont plus des paradis fiscaux et changer les habitudes, obliger ces pays-là à changer leurs habitudes? Après tout, ils peuvent nous dire, écoutez, on fait ce qu'on veut. Exactement, parce que c'est quand même la souveraineté nationale. Et l'un des points clés de la souveraineté nationale, c'est quand même la fiscalité. Chaque pays décide de la fiscalité chez lui. On ne demanderait pas aux Anglais de conduire à droite, par exemple. Par exemple. Donc, mais on demande donc, alors, comment attaquer, si je puis dire? Parce que c'est quand même une attaque. Parce que il n'y a pas que Merkel, il n'y a pas que Sarkozy, il y a Obama, il y a Gordon Brown. Et c'est clair que le G20 du 2 avril est décidé, pour s'exprimer de manière un petit peu vulgaire, à leur faire la fête à ces paradis fiscaux. Et alors on les prend sur un biais plutôt non pas du paradis fiscal, car chaque pays est libre de sa fiscalité, mais du secret bancaire. C'est-à-dire qu'on leur dit, mais en réalité, là, on ne sait pas ce qu'il y a dans vos coffres. On ne sait pas d'où vient l'argent dans vos coffres. Et donc, si vous n'avez rien à cacher, donnez-nous des informations. Et donc, c'est là-dessus qu'on va essayer de les attaquer. Mais évidemment, là aussi, ils invoquent le fait qu'ils disent, mais moi, j'ai signé les conventions internationales sur la lutte contre l'argent sale. Je suis, pour certains, membre de l'Union européenne, quand même le Luxembourg, l'Autriche, c'est quand même des pays respectables. Donc, de quel droit vous nous soupçonnez? Donc, on est dans une sorte de langage de sourds, c'est-à-dire que je suis pur. Et on leur dit, mais si vous êtes vraiment pur, lorsqu'on vous demande une enquête sur telle ou telle personne, vous devez nous donner l'ensemble des détails. Et alors, donc, et comme ça traîne, et on fait sonner quand même, de côté de Mme Merkel ou de M. Sarkozy, une sorte de grosse Bertha. Ça n'arrête pas de taper, pour essayer d'ouvrir et d'avoir les informations nécessaires. Alors apparemment, le Liechtenstein, Andorre et la Belgique sont d'accord je ne veux pas dire qu'ils se sont précipités pour dire qu'ils étaient d'accord, mais ils sont d'accord pour lever le secret bancaire. Est-ce que ça, justement, cet accord assez rapide quand même, ne masque pas une volonté, en fait, de freiner les choses, parce que... Oui, tout à fait. Voilà. On a l'impression que... Parce qu'en fait, c'est pas très précis. Il y en a qu'un qui est précis, c'est vraiment Andorre. Andorre a dit, en novembre prochain, 2009, il n'y aura plus de secret bancaire dans la principauté d'Andorre. C'est le seul engagement précis. Les gros morceaux ne sont pas là, quand même. Le Liechtenstein a dit, nous sommes prêts à coopérer. La Belgique a dit, nous sommes prêts à lever le secret bancaire. Mais enfin, il n'y a pas d'engagement extrêmement précis. Donc, on peut les soupçonner, effectivement, de dire, on va courber les chines, on va laisser passer l'orage. Seulement, ces pays n'accueillent pas seulement des fraudeurs, c'est pas vrai. Il y a des gens plus ou moins respectables qui viennent, et donc ils ont besoin quand même d'une certaine notoriété, d'une certaine respectabilité. Et donc le fait d'avoir l'air fermé à tout prix donne une image un peu négative de ces pays qui peut nuire à l'arrivée de nouveaux capitaux en leur sein. Donc, ils peuvent être amenés à reculer. Et le dernier exemple, c'est quand même UBS, l'Union des banques suisses, puisque la justice helvétique a dit à UBS, vous devez donner les noms d'un certain nombre de fraudeurs, il y en avait, je crois, 250, au fisc américain qui les recherche. Ce qui prouve quand même qu'il y avait au sein de l'Union des banques suisses des fraudeurs du fisc américain, alors qu'ils n'arrêtaient pas de le nier. Alors, qu'est-ce que ça donne, ça, du point de vue économique? Parce que d'un seul coup, il va y avoir des sommes, j'imagine, considérables qui vont débouler et ressortir de l'ombre, entre guillemets. Est-ce qu'on sait déjà exactement quel est l'argent, comment se mesure l'argent qui, je peux pas dire qui dort, parce qu'il travaille en fait, mais qui se trouve dans ces paradis fiscaux? Alors, c'est la question
centrale, parce qu'il ne faut pas raconter des histoires. Si on tape sur ces gens-là, c'est pas simplement pour lutter sur l'argent contre la drogue, c'est l'argent du fisc. Un pays comme la France, qui a 80 milliards d'euros à la fin de l'année de déficit budgétaire, supporte de moins en moins qu'une partie de ses impôts se retrouve dans les coffres suisses. On estime qu'il y aurait 10 à 30 milliards d'euros qui, chaque année, c'est quand même pas négligeable. Convertis en impôts Alors, non, mais qui sont aujourd'hui et sur lesquels Monsieur Nicolas Sarkozy et Monsieur Woerth aimeraient bien quand même récupérer. Sur la totalité, sur ces 30 milliards à peu près. Le maximum possible. Ouais, c'est-à-dire qu'effectivement, si passer de 80 à 50 du coup, c'est plus pareil. Vous avez un soupçon sur quelqu'un et vous dites voilà, cette personne a fraudé le fisc. Donc à ce moment-là, la Suisse est obligée, puisque c'est un fraudeur, donc un voleur, est obligé de rendre, en tout cas de donner les informations qui permet ensuite aux Français de développer une action en justice contre cette entreprise ou contre cet individu. Donc savoir combien, ce qu'on sait, c'est qu'il y a 30 milliards qui devraient être là et qui sont ailleurs. Donc ça renforce un peu la volonté des pays, et je parle de la France, mais rappelez-vous le scandale de Liechtenstein en Allemagne, où là, et sur par exemple la question de Liechtenstein, les Français ont trouvé qu'il y avait 1 milliard d'euros qui étaient du fisc français, qui étaient dans Liechtenstein et qu'on souhaite récupérer. Donc le premier problème, la première conséquence, sans qu'on puisse donner de chiffres, c'est de récupérer l'argent. Premièrement. Et puis il y a un deuxième aspect qui est très important, c'est que dans ces paradis fiscaux sont logés la masse de ce qu'on appelle les hedge funds spéculatifs, et qui n'ont pas de contrôle. Donc ces gens-là ceux qui font du tort aux banques et qui obligent les banques à faire des bêtises. Exactement, exactement. Et vous avez dans les paradis fiscaux les racines de l'enfer financier dans lequel nous vivons aujourd'hui. Donc il n'y a pas simplement une question de récupération de l'argent qui nous appartient en réalité, mais il y a aussi une question de stabilité du système financier international qui met la question des paradis fiscaux au centre de nos préoccupations. Très bien, merci beaucoup Jean-Louis. On va passer maintenant à une actualité sur l'école. Vous avez vu les événements dramatiques qui sont passés bien sûr en Allemagne, mais aussi chez nous, en Seine-Saint-Denis, on en parle. Drame en Allemagne où un élève tue 16 personnes au cœur de son lycée. Violence en France où en région parisienne, les bandes envahissent l'enceinte scolaire. Faut-il relancer l'idée d'une présence policière dans les établissements scolaires? Élément de réponse dans Bouge la France avec Guy Trézallet, c'est le responsable de la FSU de Seine-Saint-Denis, et François Léger, il est commissaire divisionnaire dans les Hauts-de-Seine. Bonsoir messieurs. Alors bien sûr, on va venir dans un instant sur ces expériences qui ont été tentées en France, sur l'encadrement entre guillemets policier autour des écoles. Mais on n'a pas fait ce débat au départ pour ça. Enfin, on l'a fait pour parler de cet encadrement policier, mais l'actualité nous oblige aussi à relier ça à ce qui s'est passé en Allemagne et ce qui s'est passé en Seine-Saint-Denis il y a quelques jours. Je m'adresse à vous, Guy Trézallet. Est-ce que on peut relier ces événements? Alors, on parle aussi de Columbine aux États-Unis. Ce sont des événements qui n'existaient pas il y a une dizaine d'années. On rentrait pas dans les écoles comme ça. Aujourd'hui, visiblement, si, et c'est un phénomène général dans le monde, semble-t-il. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on peut identifier une pathologie de l'école aujourd'hui? Non, je pense pas que ce soit une pathologie de l'école. D'abord, je voudrais bien signaler qu'à Gagny, c'est pas un problème de l'école, c'est un problème à l'extérieur, qui effectivement les portes ouvertes, c'est fermé à l'intérieur. Mais c'est très intéressant sur le débat qu'on vient d'avoir, parce que il n'y a pas de policiers référents dans le sens où on l'entend dans les Hauts-de-Seine. Et pourtant, on a des chefs d'établissement qui sont en contact direct avec la police. Et là, en l'occurrence, comme il y avait les moyens, comme la police était présente très rapidement, ça s'est réglé sans aucun problème avec le chef d'établissement qui savait à qui s'adresser. La police a fait son travail. Mais je pense pas qu'on puisse dire aujourd'hui qu'on est dans une situation nouvelle avec des intrusions. Simplement, ça revient, mais ce serait peut-être un autre débat, ça revient aussi sur cette idée. Vous ne pensez pas que l'école, elle est en train de se désacraliser et qu'on peut s'y permettre des choses qu'on ne se serait pas permis? Vous m'avez enlevé le mot de la bouche, parce que je pense que c'est ça la vraie question quand je disais c'est un autre débat. Je crois qu'il faut faire aussi attention. On veut pas que l'école, ce soit une bulle de laquelle personne ne sorte, mais il faut aussi nous aider à faire en sorte que ce lieu-là soit un lieu d'éducation et de prévention avec ses personnels, ses missions en lien avec l'extérieur, mais
évitons de banaliser tout ça et d'en faire un supermarché. Non, au contraire, moi je pense que c'est pas une question de banaliser, c'est bien au contraire de le prendre en compte. Alors, est-ce que pour vous, on va parler de cette expérience, mais la logique qui vous a amené à tenter ces expériences-là, est-ce que du coup elle est un petit peu différente maintenant, qu'il se passe des choses comme ça, qu'il faut les prendre en compte, parce que ça peut arriver, peut-être de façon plus grave, à un moment donné, quelque part en France? Alors je ne pense pas que ce soit effectivement pour nous différent, au contraire, ça confirme la pertinence de ce type d'expérimentation, ce type d'expérience qui est menée depuis 3 ans dans les Hauts-de-Seine avec succès et qui aujourd'hui est généralisée. Alors expliquez-nous, quelle est l'expérience, d'où elle part? On sait que c'est un vœu de Nicolas Sarkozy qui date de il y a longtemps, de 5 ans à peu près, et l'idée c'est de marquer une présence policière dans les établissements. Comment vous l'avez expérimenté? Donc en 2 mots, l'historique, en janvier 2006, le Conseil général des Hauts-de-Seine effectivement a souhaité renforcer la sécurité des établissements scolaires en permettant aux chefs d'établissement, donc aux principaux de collège, d'avoir à leur disposition un policier référent, susceptible de les aider dans le règlement des différents problèmes, parfois relativement simples, parfois beaucoup plus compliqués, qui se posent à lui au quotidien. Donc il y a sur chaque circonscription de police, une circonscription c'est une commune, parfois 2 ou 3, donc avec plusieurs collèges, un policier référent à la disposition de l'ensemble de ces chefs d'établissement. D'accord. Et cette expérience a été tentée. Qu'est-ce qu'elle donne comme premier résultat? Alors, elle a été tentée dans un premier temps et menée pendant un peu plus de 6 mois sur 12 établissements scolaires de 12 collèges des Hauts-de-Seine. Un bilan a été établi avec les chefs d'établissement et les enseignants, étendu à près de la moitié des établissements, c'est-à-dire 44 sur l'année scolaire 2007-2008 et généralisé depuis le mois d'octobre 2008. Le principe, c'est combien de policiers, à quel moment, pendant combien de temps? C'est un policier joignable parce qu'il a un téléphone portable dont le numéro est connu des chefs d'établissement, susceptible d'intervenir à la demande du chef d'établissement pour régler tous les problèmes qui peuvent se poser à lui. Et ce policier, qu'est-ce qu'il fait? Alors, il vient combien de fois par semaine? Est-ce qu'il est là tout le temps? Alors ça dépend effectivement de la demande du chef d'établissement. D'abord, ce sont des policiers qui, dans la plupart des circonscriptions, est spécialement dédié à cette mission. Il ne fait que cela, à la disposition des chefs d'établissement. Donc il mène principalement des missions de prévention, du type des thèmes tout à fait généraux comme la lutte contre les conduites addictives ou l'insécurité routière, etc. Et il peut parfois mener des actions de prévention sur des problèmes d'actualité concernant l'établissement. Oui, c'est un policier plus parce qu'il a d'autres fonctions. Il encadre. C'est presque un psychologue des enfants. Je ne dirais pas jusque là puisque c'est pas tout à fait notre rôle, mais nous sommes surtout là pour soutenir l'action du principal lorsqu'il est un petit peu démuni. Donc il peut aussi, à la demande du principal, mener par exemple des rappels au règlement. Éventuellement prendre des plaintes au sein de l'établissement si les faits le justifient. Sur l'histoire de raquettes, par exemple. Sur l'histoire de raquettes ou de violence. Et il est à la disposition des enseignants, mais aussi des élèves. Et puis surtout quelque chose de très important et qui concerne les intrusions scolaires. Il mène avec le chef d'établissement des audits de sûreté qui permettent d'avoir un regard un peu plus technique sur les faiblesses, par exemple, des grilles extérieures ou des gâches électriques ou ce genre de choses, ou sur l'éclairage. D'accord. Alors, Guy Trézalet, comment les profs réagissent face à cela? Déjà, comment moi je réagis, parce que je veux pas être désagréable, c'est pas mon genre, mais d'abord, je peux pas vous laisser dire que l'exemple d'hier, ça valide le dispositif. Au contraire, je viens de l'expliquer tout à l'heure, ça l'invalide. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'avoir un policier dans l'établissement scolaire, puisque là, justement, c'est dans un lycée professionnel, et je viens de l'expliquer, ça s'est passé tranquillement, parce qu'on a l'habitude déjà d'avoir, en dehors du 92, on a l'habitude d'avoir un certain nombre de contacts directs avec la police. Donc ça s'est fait tout à fait tranquillement. Qu'est-ce qui s'est fait tranquillement? Je comprends pas. C'est-à-dire que là, il y aurait eu un policier référent, il aurait fait quoi de plus? Il aurait peut-être empêché de rentrer. Ils étaient nombreux, ils étaient une vingtaine. Il aurait au moins donné l'alerte. Sauf que là aussi, je termine juste sur le premier point. Qu'est-ce qu'il aurait fait de plus que ce qu'a fait la chef d'établissement de prendre son téléphone et d'appeler la personne référente? Rien. Par contre, faut pas oublier un truc, c'est que moi j'entends toutes les audits qui puissent être faits dedans. Sauf qu'en même temps,
il y a bien un moment où les portes, elles sont ouvertes. Et à chaque fois qu'il y a problème, c'est quand la porte est ouverte. Donc on peut trouver tout ce qu'on veut, transformer en Fort Chabrol, mettre des barrières énormes. Le problème, il n'est pas là. C'est quand les grilles, elles s'ouvrent. Les mômes, ils savent faire ça. Donc nous, ce qu'on a comme grief contre ça, c'est que effectivement, vous le présentez de manière très soft. En disant il y a eu un certain nombre de choses, il y a des expérimentations, etc. Sauf que ce qui nous a posé problème dès le début et qui a été retiré très vite, parce que quand effectivement Sarkozy était président des Hauts-de-Seine, donc 2003, il propose qu'il y ait à l'intérieur des établissements des policiers référents. Sauf que depuis 2006, donc ça personne n'en a voulu à l'intérieur. Sauf que ce sont des expériences qui ont été tentées avec succès au Canada, par exemple. En France, personne n'en voulait. Dans des situations particulières, surtout. Bon. Sauf qu'il y a une circulaire d'août 2006 qui précise bien que maintenant, après information du conseil d'administration, chaque établissement peut très bien faire la proposition d'accueillir une permanence. Et vous avez très bien résumé ça tout à l'heure. Un petit peu, un peu plus, etc. C'est ça qui pose problème. À quel moment on décide de faire, nous, de la prévention et de l'éducatif, et qu'est-ce qu'on a comme intérêt à avoir quelqu'un dans l'établissement? Le premier problème qui nous pose, c'est celui-ci. Les profs, malheureusement, ça arrive de temps en temps, qui se font tabasser par des élèves récalcitrants. Ils trouvent des motivations pour qu'ils soient un peu plus protégés. Tableau, mais je suis pas certain qu'ils aient vraiment intérêt à ce que dans la salle d'à côté, il y ait un policier en uniforme. On pourra en discuter, on pourra en parler pendant très longtemps, mais on a quand même, dans des situations compliquées, toujours intérêt à adoucir plutôt qu'à... Est-ce que ce n'est pas le système scolaire que vous protégez? Parce que c'est vrai que en soi, mettre des policiers à l'intérieur de l'établissement, c'est un petit peu mettre à nu l'échec du système scolaire. Mais ça n'est pas notre souhait. On devrait pas avoir besoin de ça, en principe. Au moment où on supprime des postes, mais partout. C'est-à-dire qu'on en parlait tout à l'heure, on a exactement le même problème. Parce que nous, on nous supprime tous les personnels qui, justement, faisaient ces fameuses fonctions-là. Les assistants sociaux, les conseillers d'orientation, les psychologues, etc. On les supprime. Mais la police, c'est la même chose. Je rappelle quand même que d'ici 2012, c'est 10 000 policiers qui vont être supprimés. Donc 10 000 postes. Donc à partir de là, quand le ministre dit on va recentrer sur les missions, que nous on supprime des personnels, j'avoue qu'on comprend plus rien là-dedans. Alors déjà, il n'est pas question pour nous d'être en permanence dans les établissements. Nous ne l'avons jamais demandé. Nous sommes à la disposition du chef d'établissement. Il y a un élément très important qui a été oublié. C'est que, en établissant un contact quotidien avec le chef d'établissement, nous pouvons percevoir des éléments qui pourraient laisser penser qu'une bagarre, qu'une rixe peut survenir. Et c'est cette connaissance. Si on prend l'exemple de Gagny, c'est qu'on aurait pu anticiper le fait qu'il y avait un problème qui datait de quelques jours ou de plusieurs semaines. Je ne veux pas parler de l'affaire de Gagny. Elle concerne un autre département. Voilà. Mais je suppose qu'effectivement, il devait y avoir peut-être des signes avant-coureurs, qu'une présence policière régulière et un contact régulier entre le policier et le chef d'établissement auraient pu établir. Et de là, des moyens d'action auraient été mis en œuvre. Alors, je vais donner la parole à Nordine Nabili, qui est le rédacteur en chef du Bondy Globe. Bondy, on vous rappelle que c'est dans Seine-Saint-Denis, c'est à côté de Gagny, et que ce blog est intéressant parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui s'expriment dessus. On arrive à recueillir un petit peu le sentiment, pas de tout le département, mais enfin d'une certaine population. Bonsoir Nordine Nabili. Bonsoir. Comment on réagit justement? Qu'est-ce qui se passe sur votre blog après ce qui s'est passé? Écoutez, nous, on n'a pas encore réagi en réalité pour une raison très simple, c'est qu'on n'est pas toujours sous le coup de l'actualité, mais on a tellement abordé le malaise finalement des jeunes en Seine-Saint-Denis et ailleurs dans les différentes banlieues en France que, au fond, on n'est pas très étonné à la fois du branle-bas de combat du pouvoir politique autour de cette question aujourd'hui. Pourquoi? Pour une raison très simple, c'est qu'on s'interroge régulièrement quand il s'agit de la jeunesse, plutôt des conséquences et rarement sur les processus. Je voudrais juste rappeler à nos invités que on est face à une génération, mais ça j'imagine qu'ils doivent être au courant, mais au fond il y a trois choses qui traversent cette génération, enfin cette génération des 16-25 ans, c'est le chômage, la pauvreté, la perte de confiance, ce qui n'est pas rien pour cette génération. Et cette génération n'a quasiment pas de parole aujourd'hui dans l'espace public, elle n'existe pas par exemple dans les partis politiques, elle existe encore moins dans les syndicats, et on a affaire à toute une catégorie de la population jeune aujourd'hui qui n'a finalement que la meute pour s'exprimer. Alors soit on se rassemble Gare du Nord pour exprimer son malaise, ou
soit on va dans les différentes manifestations, que ce soit dans les stades, et comme ça. Donc, le malaise des jeunes, bon, on le mesure bien sûr, on en parle souvent dans cette émission. Tout ce que vous dites est absolument vrai. Néanmoins, là, on est en train de parler des mesures concrètes qu'on peut prendre pour qu'il se passe pas ça dans les écoles. C'est une première, je crois, qu'il n'y en ait pas d'autres, etc. Vous, quel est votre sentiment là-dessus? Les écoles, est-ce qu'il faut les protéger davantage ou au contraire, il faut les transformer? Moi, je pense qu'on demande beaucoup trop de choses à l'école. L'école doit apprendre l'éducation aux jeunes, et je pense que si aujourd'hui un certain nombre de corps sociaux ne font plus leur travail, on peut pas demander davantage au monde scolaire. Je pense que les enseignants aujourd'hui, qui sont pas forcément mis en valeur par leur propre ministère, doivent souffrir à la fois de la façon dont on les traite et de la manière dont les jeunes eux-mêmes les perçoivent. Donc moi, je pense qu'on demande beaucoup trop de choses à l'école, et qu'il y a des corps sociaux aujourd'hui qui ne font plus leur travail. Je pense notamment aux partis politiques, aux syndicats, qui aujourd'hui n'ont aucune réponse, n'ont aucun levier aujourd'hui sur ce malaise qui est de mon point de vue finalement un des enjeux de la société française. François Léger, est-ce que vous avez l'impression que cette opération, vous dites que elle est couronnée de succès, que de toute façon c'est pas un pansement, le problème est beaucoup plus profond que ça, et c'est pas en mettant de toute façon un policier, tout ça, même s'il est particulièrement impliqué, particulièrement talentueux, qui a un bon contact avec les jeunes, en fait le problème est beaucoup plus vaste et que ça résoudra rien? Très certainement, mais la police n'est pas là pour résoudre tous les problèmes, elle ne le prétend pas, elle est là pour aider, soutenir, faire son travail. Et je pense que le maître mot aujourd'hui, notamment vis-à-vis de ces violences en milieu scolaire, c'est le partenariat. Aujourd'hui, personne ne peut résoudre à lui seul le problème. Il faut qu'on travaille ensemble. Donc il faut qu'avec l'éducation nationale, nous apprenions, alors que déjà du chemin a été fait, enfin des progrès ont été réalisés, mais qu'on apprenne encore à mieux se connaître, à confronter nos cultures, à savoir quelles sont nos difficultés juridiques, professionnelles, pour mieux travailler demain ensemble. Mais est-ce que dans l'absolu, vos deux corps de métier et donc vos deux fonctions sont, entre guillemets, mariables? Est-ce que le fait, ne serait-ce que le fait de mettre ou d'instaurer de la police d'une façon ou d'une autre à l'intérieur d'un établissement, est-ce que c'est un bon message pour la jeunesse? Est-ce que c'est pas un message de suspicion? Pourquoi suspicion? La police mène aussi des actions de prévention, mène aussi des actions pédagogiques, et de temps en temps, et il ne faut pas en avoir honte, des actions de répression. Tout cela est lié. La prévention et la répression ne sont pas antinomiques. Chacun a, à un moment donné, sa justification. Et il faut de temps en temps réprimer. Ça dépend aussi de l'image de la police, parce que, je ne vais pas m'acharner sur Gagny, on a dit que c'était pas un problème d'école, mais en même temps, il y a un exemple concret cet après-midi. Non, ce que je veux dire, c'est sur un exemple concret. Cet après-midi à Gagny, on a vu arriver la police montée, qu'on avait considérée comme un gadget. Et visiblement, ça a l'air d'être une des réponses. On a déjà eu dans le département ce type d'intervention au centre-ville de Saint-Denis, notamment, pour plein de raisons. Les policiers sont plus hauts. On est surveillé de loin. Les mômes, bizarrement, ils ont la trouille des chevaux. Bon, ça marche bien. Alors après, moi, je peux pas laisser dire. Développer. Pourquoi pas? C'est-à-dire qu'on a le droit d'être intelligent. C'est comme ça qu'en Angleterre, on a vaincu une grande partie du hooliganisme. On a le droit d'être intelligent de temps en temps. Simplement, on va pas rentrer parce que ce serait simplement un gadget supplémentaire. Moi, ça me ferait pas hurler ce truc-là. On dirait bon, c'est de la com politique. Sauf que derrière, on entend bien aussi toute l'analyse et la philosophie répressive qui nous pose question. Nous, ce qu'on demande aujourd'hui, c'est tranquillement de nous laisser faire le boulot pour lequel on est formé. Et effectivement, mais vous ne voulez pas d'aide? C'est pas ça. C'est que l'aide, elle existe. Et ça fait des années qu'on a les chefs d'établissement qui travaillent avec la police. Le terme référent, effectivement, depuis 2003, 2006, 2008, maintenant, il est perverti. Mais en même temps, on sait pertinemment que chaque chef d'établissement connaît, comme je le disais tout à l'heure, les coordonnées téléphone des policiers. Et on travaille régulièrement avec la police quand on en a besoin. Simplement, on le fait de manière intelligente. Et on va pas faire de la provocation.
Alors vous avez entendu les guillemets intelligentes. Ce que je veux dire, c'est que quand on est sur des dossiers sensibles, on a toujours intérêt à avancer avec prudence. Et je suis pas sûr que ce soit la présence, encore une fois, de quelqu'un en uniforme à l'intérieur d'un établissement scolaire qui soit de nature à régler partout la question. Non, mais je pense pas que c'est cette prétention-là. Néanmoins, si on parle de manière générale, je pense qu'on est d'accord sur une chose, même si c'est pas toujours politiquement correct de le dire, on sait très bien que les enfants écrivent de moins en moins bien, font de plus en plus de fautes de français, sont de plus en plus indisciplinés et qu'il leur manque un canevas dans le cadre scolaire qui réapprend les règles et la loi de l'école. Est-ce que ça n'y constitue... Vous me permettez un exemple là-dessus parce que vous mettez le doigt sur quelque chose de très important, sur les inégalités des territoires et pas simplement les plus pauvres, etc. On s'aperçoit d'une chose intéressante, c'est que les opérations de présence, d'information, partout, y compris de la police d'ailleurs, elles sont ciblées où? Elles sont ciblées dans les quartiers populaires et c'est là justement où on va empiéter et on va empêcher que dans ces secteurs-là, les enfants qui sont en difficulté aient plus de matière générale dont ils ont besoin qu'ailleurs parce que on a de multiples expériences. Moi, je suis en lycée professionnel, il m'est arrivé l'année dernière d'arriver face à des mômes qui sont adorables mais qui sont en difficulté. Je suis prof de français. On m'a dit non, là aujourd'hui, on a une étude sur les jeux vidéo. Donc ils sont pas français, ils ont une étude sur les dangers des jeux vidéo. Là, ça mériterait aussi une analyse très pointue sur cette question-là. Dernière question, ça va devenir quoi? L'expérience a été tentée, donc concluante, selon vous. Qu'est-ce que ça va devenir? Est-ce que ça va être développé? Comment? Dans quelle proportion? Pérennisé en tout cas sur les Hauts-de-Seine, et le Conseil général nous en a donné les moyens. Maintenant, au plan national, je ne sais pas. Mais c'est une expérience qui peut s'avérer dans certains cas utile. C'est tout ce que je souhaite dire. Merci beaucoup à tous les deux. Merci bien. On va parler maintenant et recevoir Mireille Le Maresquier qui a rencontré Florence Cassez dans sa prison au Mexique. C'est en tête-à-tête, les yeux dans les yeux, qu'elle a rencontré Florence Cassez dans sa prison mexicaine. Cette Française condamnée à 60 ans de détention pour complicité d'enlèvement. La journaliste Mireille Le Maresquier revient du Mexique. Elle nous livre son témoignage. Mireille Le Maresquier ce soir sur le plateau de Bouge la France. Bonsoir Mireille Le Maresquier. Alors vous avez suivi le voyage de Nicolas Sarkozy au départ et donc vous avez pu rencontrer... D'abord, comment avez-vous fait pour rencontrer finalement Florence Cassez? Quand Florence Cassez était condamnée en appel à 60 ans de prison, la semaine dernière, j'ai appelé l'avocat parce que je partais pour le Mexique. J'ai beaucoup discuté avec l'avocat les jours précédents ce voyage. Et l'avocat, j'ai beaucoup discuté de problèmes juridiques avec lui. Et dans la conversation, je crois que c'était le jeudi, il m'a dit Mireille, ça vous intéresse de la voir? Je lui ai dit oui, mais je pense pas que ce soit possible. Il m'a dit mais si, moi je peux vous faire une autorisation de visite et vous pouvez la voir. Alors je lui ai dit, moi la seule façon de la voir, enfin le seul moment où je peux la voir, c'est le dimanche, parce qu'après commençait la visite de Nicolas Sarkozy avec un rythme que l'on connaît, où il n'est pas possible d'aller à une prison et voir quelqu'un. Et donc il a téléphoné, j'imagine, à la police, à la prison, puisqu'il y avait mon nom à l'entrée de la prison. Et j'ai appelé l'avocat mexicain en arrivant à Mexico parce que je me disais quand même c'est bizarre d'aller à la prison de Tepepan, j'ai pas un papier, rien du tout. Et j'ai pas réussi à joindre l'avocat mexicain et donc j'ai rappelé Franck Berton, l'avocat de Florence Cassez, qui m'a dit il y a pas de problème, vous allez à la prison, ils ont votre nom et toutes les visites ont été supprimées sauf la vôtre. Voilà, et donc je suis parti le dimanche matin. À la prison de Tepepan, c'est à peu près le dimanche, ça roule très très bien à Mexico. Vous savez que c'est une ville énorme, où il y a des embouteillages, etc. Très polluée, assez dangereuse aussi. On a 1000 questions à vous poser. Évidemment, la première, c'est dans quel état est cette jeune femme qui effectivement avait l'air désespérée sur ce qu'on a entendu, qui proclame sa non-culpabilité. Psychologiquement, elle en est où? Alors moi, quand j'y suis allée vendredi, elle m'a accueillie, elle avait l'air assez en forme, parce qu'elle m'a dit c'est la première nuit que je dors vraiment sans faire de cauchemar. J'ai passé 3 jours à ne rien manger et 3 nuits à ne pas dormir depuis sa condamnation en appel. Elle est seule en cellule? Alors, elle est seule en cellule. Pourquoi? Parce qu'elle a été volontaire pour nettoyer les escaliers des dortoirs. Et donc l'administration qui... Alors ça c'est très latino-américain, c'est-à-dire que si on participe,
On tient compte que vous participez. Donc elle était volontaire pour c'est ce qu'elle m'a expliqué, voilà. Elle m'a dit on a intérêt parce qu'il y a un conseil, je crois, tous les mois, m'a-t-elle dit, qui regarde le comportement du détenu. Et donc elle était volontaire parce qu'elle continue à nettoyer donc les escaliers des dortoirs. Et elle a eu droit à une chambre individuelle. Et elle a donné des cours de français à un certain moment aussi. Donc elle avait un bon comportement. Alors comment je l'ai trouvée? Je l'ai trouvée assez bien parce que je m'attendais à pire. Oui, j'ai trouvé une fille. Alors elle m'a dit aujourd'hui je suis en forme parce que j'ai dormi et puis j'ai décidé que ça aidait. Il fallait que je reprenne sur moi et moi je suis assez étonnée parce que cette fille, je trouve qu'elle a la tête sur les épaules. Alors je vais pas me prononcer sur sa culpabilité. J'ai vu sur des blogs qu'on me disait le Mireille Le Maresquier qui fait une campagne de soutien, qui fait pas de journalisme, pas du tout. Moi je suis allée voir quelqu'un, je raconte comment je l'ai trouvée. J'ai discuté pendant 2 heures, je suis restée quand même 2 heures à la prison avec elle. J'ai eu l'impression que cette fille, je la vois pas faire participer à des enlèvements. Maintenant, moi, je suis ni policier, ni juge, et j'ai pas fait d'investigation. Et vous n'étiez pas là. Non, c'est parce que c'est vrai que... Je suis arrivée à un moment où elle se posait une problématique très, très importante, puisque c'était le moment où Calderon avait proposé 2 jours auparavant, je ne serais pas opposée à un transfèrement de Florence Cassay vers la France. Alors, je lui dis, on s'est tutoyé, tout de suite, quand il y a 2 Français qui sont dans une prison, bon. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas demander à être transféré. Elle me dit, moi, je suis au pire moment de ma vie parce que être transféré, ça veut dire signer un papier pour le transfèrement en France, ça veut dire que je reconnais ma culpabilité. Ne pas être transféré, c'est essayer un recours auprès de la Cour suprême mexicaine, ça va peut-être prendre 2 ans. Et ma priorité, c'est mes parents. Mes parents sont fatigués, mes parents passent leur temps à venir au Mexique, ils n'ont plus de boulot, ils n'ont pas passé une seule bonne nuit depuis plus de 3 ans, donc ma priorité, c'est mes parents. Donc elle va accepter. Donc je pense qu'elle va accepter. D'accord. Au départ, lorsque cette affaire a été connue du grand public, en France, je parle, effectivement, tout le monde clamait son innocence, disait que c'était un vrai scandale. Et aujourd'hui, vous avez entendu, bien sûr, que le bruit a un petit peu changé. Il y a beaucoup de gens qui se disent, mais en fait, comment a-t-elle fait pour être absolument pas au courant de ce que faisait son ami et il y a quand même un gros doute. Et on se met à la place des Mexicains, imaginez le contraire. Les Mexicains, vous ne pouvez pas savoir la réaction mexicaine. Moi, je parle espagnol, donc je suis allé discuter quand même avec les Mexicains. On est allé, c'était le dimanche après-midi, on est allé dans un grand parc de Mexico voir les gens qui se promenaient avec leur famille, voir aussi bien des gens de classe pauvre qu'une scientifique française, par exemple. Et tous disent, il n'est pas question qu'elle purge sa peine en France, il faut qu'elle purge sa peine au Mexique. Oui. La réaction est extrêmement dure. La plus dure, c'est la presse mexicaine, qui tous les jours en rajoute. C'est une affaire importante dont on parle beaucoup, donc là-bas. Mais je vais vous dire, le Mexique, il y a 4 enlèvements par jour à Mexico. Oui. Il y a 8000 enlèvements par an. Il y a des enlèvements crapuleux partout. C'est un pays qui est une grande puissance économique, qui a un énorme problème du crime organisé, mais qui est gangréné par les trafics de drogue, les trafics d'armes et la corruption et les enlèvements. Toutes les familles ont peur d'avoir quelqu'un kidnappé chez eux. Donc, alors, une fois qu'ils ont c'est le quelqu'un sujet qui le plus quelqu'un, sensible. Ouais. Alors là, il y a une étrangère qui est accusée d'avoir participé à plusieurs enlèvements. Enfin, il y en a 2 ou 3 qui, je crois, qui sont tombés dans l'acte d'accusation. Donc, c'est devenu le symbole. Quand vous regardez la presse mexicaine, ils l'appellent la diabolique française. La Francesa Diabolica. Mais mettez-vous, je pensais à ça tout à l'heure, mettez-vous dans la situation inverse. Imaginez qu'en France, il y ait un Mexicain qui a été pris, impliqué dans une affaire d'enlèvement, etc. On verrait arriver le président mexicain pour dire c'est formidable, je vais demander sa grâce et je vais la ramener au Mexique. Nicolas Sarkozy n'a jamais dit qu'il allait demander sa grâce. Bien sûr. Alors, ce qui s'est passé au Mexique, ça nous fait quand même extrêmement bizarre, non? Alors, je vais vous dire, ce qui s'est passé au Mexique n'aurait pas pu se passer en France. Elle a été arrêtée le 8 décembre 2005. Oui. L'opération qui a été montrée sur toutes les télévisions, ça a été reconnu, c'est une opération, on l'a gardée au secret, elle et son copain, et on les a remis dans la maison. Voilà, c'est un montage, ce qu'on appelle un montage. Or, on lui en veut à mort parce qu'il y a eu une émission sur comment on l'avait arrêté, comment on les avait arrêtés tous les deux, à la télévision. Or, elle peut téléphoner de la prison. Nous, on peut pas l'appeler, mais elle peut téléphoner. Elle a appelé pendant l'émission, elle est tombée sur la journaliste. Et elle a dit, moi, je vous dis que ce que vous êtes en train de regarder, c'est pas la réalité. On a été arrêté 24 heures avant, c'est un montage. Et il y avait à cette émission le chef de la police, qui s'appelle Garcia Luna, qui est aujourd'hui devenu ministre. Et qui est devenu secrétaire d'État à la sécurité, qui était dans la délégation officielle qui saluait Nicolas Sarkozy. Et cet homme, je suis sûr qu'il a ça dans la gorge, ça c'est sûr. Oui. Et dedans, je crois qu'il brigue des fonctions supérieures en plus. Oui, mais c'est quelqu'un qui est extrêmement craint et respecté au Mexique. Oui.
Donc c'était un peu le gentleman agreement qu'ils auraient pu faire. L'histoire vient de là, mais il y a des choses qui sont quand même pas très claires. Voilà. Alors les Mexicains, ils sont dans quel état d'esprit par rapport à elle? La justice d'une manière générale, l'opinion publique, vous nous avez dit, et le gouvernement, que veut-il faire? Ils veulent se débarrasser visiblement de cette affaire qui est compliquée, ou vraiment ils veulent la garder? Enfin, la justice est quand même indépendante. C'est une démocratie quand même, le Mexique, même s'il y a de gros problèmes de corruption. Et donc, on peut pas dire, je viens chercher Florence Cassel, je la sors comme ça. Donc, Nicolas Sarkozy a eu un discours qui était quand même assez... Je crois qu'il a quand même assez bien joué parce qu'il fallait pas heurter les Mexicains et il a dit, on va créer une commission juridique pour examiner, parce que l'histoire aujourd'hui, c'est qu'il y a une convention qui a été signée, qui est une convention européenne sur le transfèrement de détenus européens vers le Mexique, ratifié par le Mexique il y a en 2007. Donc, ce qu'il faut voir, c'est comment cette convention peut être appliquée. Et donc, cette commission va s'occuper de ça. En fait, c'est une commission un peu cosmétique pour faire passer aux Mexicains le fait que, on examine, on ne va pas la transférer comme ça se fait en bonne et due forme avec les Mexicains. Voilà. Est-ce qu'elle a essayé elle vous a, j'imagine, raconté un petit peu les conditions, la base de cette histoire-là? Est-ce qu'elle a essayé de vous convaincre? Non, on a parlé, vous savez, moi je suis très proche des Latino-Américains parce que d'abord j'ai été correspondante à Madrid, après j'ai plein de monde, donc on a parlé beaucoup de l'Amérique latine, j'ai parlé surtout de comment elle vivait en prison. Parce que je lui ai dit, transfert en prison, qu'est-ce que ça signifie pour toi? Parce que la prison mexicaine, c'est un côté assez sympa, c'est que de 9h du matin à 7h du soir, vous pouvez être dehors dans la cour, suivre des cours, faire de l'artisanat mexicain, je veux dire, c'est quand même assez, voilà, c'est pas la France où elle va pas être au soleil toute la journée dans une cour. Je veux pas dire que c'est le club Méditerranée, loin de là, parce que c'est une prison délabrée, il y a pas d'arbres, il fait une chaleur torride, etc. Mais donc j'ai parlé avec elle de comment elle vivait. On dit qu'elle est très coquette en prison, c'est pas facile. Moi, elle est arrivée, elle était en jean avec un t-shirt bleu, une casquette. Non, elle m'a montré, elle fait pas mal de peinture, elle m'a montré ce qu'elle faisait en peinture, et puis je lui ai apporté plein de livres, parce que bon, j'ai pensé que le cadeau que je pouvais faire à une Française qui était détenue, c'était apporter des livres de poche très épais pour lire, et donc elle lit pas mal, voilà. Elle va donc faire le choix, d'après ce que vous nous dites, finalement, de venir, d'accepter cette procédure, on va dire, qui va la ramener en France. Elle a intégré le fait qu'il y avait quand même de très grandes chances qu'elle passe quand même du temps en prison ici. Je pense. Comment elle s'est préparée? Comment elle se prépare à ça? C'est-à-dire que moi, quand je l'ai vue, il n'y avait pas eu la visite encore officielle de Nicolas Sarkozy, donc elle n'était pas au courant de cette histoire de commission juridique, etc. Donc je pense que dans sa tête, à ce moment-là, c'était qu'elle allait passer peut-être 1 an en prison. Donc, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que la grâce présidentielle, c'est pas le président Sarkozy qui la donnera, c'est le président Calderón. Or, Calderón, il a des élections législatives en juillet prochain. Dans les sondages, il est pas très bien, et il a fait toute sa campagne sur la lutte contre le crime organisé. Donc, c'est pas un bon message que... pas du tout. Donc, quoi qu'il en soit, contre lui. Quoi qu'il en soit, elle est là-bas encore jusqu'aux élections, non, à votre avis? Je pense qu'elle va être transférée. Je pense qu'elle peut. Moi, je ne sais pas, mais je pense qu'elle peut être transférée dans quelques semaines. On va devoir trouver les mots ou alors la pour France accepter va devoir essayer de voir juridiquement ce qu'elle peut faire pour arranger des peines, etc. Là, on rentre dans un grand flou juridique. Très bien. Merci beaucoup, Mireille Le Maresquier, d'être venue. Vous êtes arrivée hier, encore. Il y a le décalage horaire. Avant-hier soir. Merci beaucoup d'être venue. Saveria Rojek revient, elle aussi, pour nous parler des unes des journaux de demain. Barack Obama demande aux membres du G20 des mesures de relance suffisamment fortes à 2 semaines du sommet de Londres. Le président américain a par ailleurs réclamé une coordination pour réguler le système financier sans aller jusqu'à l'instauration d'un super régulateur. Au Soudan, les ravisseurs demandent une rançon après l'enlèvement de 3 humanitaires, dont un Français. Médecins sans frontières retire par ailleurs la quasi-totalité de son personnel au Darfour. Et puis la polémique autour du séjour mexicain de Nicolas Sarkozy et de son épouse dans un hôtel de luxe. Un des leaders de l'opposition de gauche demande au gouvernement mexicain qui a payé ce séjour. Selon l'Élysée, le chef de l'État a été l'invité du président
Calderón. Voilà, on passe maintenant aux une de vos journaux de demain. Et c'est l'escroc du siècle qui fait la une de Libération. Bernard Madoff, l'homme qui a détourné 50 milliards de dollars, plaide coupable, ce qui lui évite un procès public et un jury populaire. Il risque jusqu'à 150 ans de prison. Et justement, comment réguler la finance mondiale? À 2 semaines du sommet de Londres, les paradis fiscaux commencent à céder sous la pression. Dans une interview aux Échos, Christine Lagarde confirme qu'il n'y aura pas de plan de relance annoncé lors de ce sommet, comme le demande Barack Obama. La crise et ses conséquences sociales tragiques à la une de l'Humanité. Continental roule ses salariés, l'usine ferme alors que les employés étaient repassés aux 40 heures. Il y a 2 ans, une action en justice est peut-être envisagée. Et on termine avec la Croix et la lettre de Benoît XVI aux évêques du monde entier. Le pape y apparaît peiné par la violence des réactions sur l'affaire intégriste. Très bien, merci beaucoup Saveria. Je crois que ça va être l'heure de nous quitter. On va remercier Fabien Leroy qui a réalisé cette émission, Pierre-Henri Gergonne, le rédacteur en chef, Lucien Mideux et Marie Bilon qui ont préparé cette émission. Il va y avoir le portrait de François Patria, sénateur PS de la Côte d'Or, dans quelques instants. Et puis bien sûr, le meilleur moment de la journée avec la suite et presque fin du débat sur l'outre-mer. L'opposition a proposé aujourd'hui de taxer les compagnies pétrolières pour financer le fonds d'investissement pour l'outre-mer. Voilà, les meilleurs moments de ce débat dans quelques instants. Je salue Saveria. Bonne soirée. À lundi, bien sûr, à 22 h et en direct. Merci beaucoup, au revoir, bon week-end.